Voici mon témoignage. Chaque nuit, dès que je ferme les yeux, dès que je m'endors, je me transporte au XXe siècle, dans un lieu, en Belgique, en France ou au Luxembourg, où l'on se bat encore. Je suis un simple témoin de ces événements, et chaque nuit, une nouvelle histoire se déroule sous mes yeux. Ces voyages dans le temps, avec ces hommes et ces femmes au cœur des conflits, m'ont appris beaucoup sur leurs épreuves et leur courage. Ma voix vous guidera tout au long de ce podcast vers les images et les messages reçus au cours de ces nuits étranges et mouvementées. De la musique, quelques notes de jazz, avec un piano et une trompette. La mélodie est recouverte par les éclats de voix d'une terrasse bondée. L'air est doux, celui du début d'une soirée d'été. L'odeur de la brasserie est alléchante. Tous mes sens sont en éveil et enjoignent à la fête. Mes yeux s'ouvrent. Un gros panneau rouge éclairé me fait face, juste au-dessus d'une grande terrasse, à l'angle de 2 rues. La Rotonde. Je reconnais cet endroit. Je suis en plein cœur du quartier Montparnasse à Paris. Le quartier est bruyant, festif. Ce n'est toutefois pas notre époque. Sur un kiosque de journaux illuminé dans la nuit, une publicité vante la prochaine pièce du théâtre des Champs-Élysées. Elle se jouera du 22 juin au 10 juillet 1924. Nous sommes au cœur des années folles, juste après la guerre. À la terrasse du café, les femmes ont les cheveux courts et des tenues de soirée colorées. Les hommes, d'élégants costumes gris, noirs ou bleu marine, assortis de cravates ou de nœuds papillons. Toutes les tables sont pleines et les serveurs s'agitent dans tous les sens entre l'intérieur et l'extérieur. De jeunes fêtards anonymes côtoient tout le grand monde culturel parisien qui s'est donné rendez-vous. Pour discuter, pour danser, pour boire et pour rire. Une femme vogue de table en table. Son rouge à lèvres est éclatant. Ses yeux maquillés soulignent la finesse de ses traits. Je suis envoûtée. Je décide de me rapprocher d'elle. Elle a certainement trop bu, mais elle agit comme la maîtresse des lieux. Tout le monde la connaît et elle s'amuse avec tous. C'est Kiki, la reine de Montparnasse. À une table, elle salue les cheveux noirs et la coupe au bol de Picasso. Il est accompagné de Modigliani et de Chagall qui recoiffe sa tignasse noire, pleine de sueur après avoir dansé. Puis Kiki passe devant la table d'André Breton, de Paul Éluard et d'Ernest Hemingway. Je danse avec elle jusqu'au groupe suivant. Ils sont 4. Kiki laisse mon ombre pour s'amuser avec un homme en pleine discussion. Avec sa grosse moustache au milieu du visage, Fernand Léger détonne. Kiki est l'actrice de son premier film. Elle n'arrivera pas à le faire danser cette fois-ci. Avant de les laisser, elle défait le nœud papillon de Fernand dans une dernière espièglerie sous les regards amusés de ses compagnons de table. Je laisse Kiki rejoindre la piste et m'installe sur la banquette. À la droite de Fernand Léger, une femme est coiffée d'un élégant chapeau. Je reconnais Marie Laurencin. Elle a la peau ambrée et une légère robe à fleurs. Autour d'eux, 2 hommes, Franz Mazerel, ses petites lunettes rondes et sa mèche rebelle. Enfin, Kees van Dongen, sa barbe courte et ses yeux bleus séducteurs. Quelle belle compagnie, 4 grands maîtres de la peinture. Un serveur passe. Kees van Dongen commande une nouvelle bouteille de champagne. Marie Laurencin se moque des clients dont elle peint le portrait. Certains sont ses amis, mais elle ne les épargne pas. Le tout Paris se bat pour qu'elle les peigne. Elle essaie de représenter dans ses portraits le masque de leur illusion sociale. Cette activité est surtout lucrative. Elle qui avait été spoliée de tous ses biens en 1914 pour avoir été mariée à un peintre allemand, pourtant pacifiste. Elle avait dû fuir vers l'Espagne et avait en prime été déchue de sa nationalité.
Le serveur revient avec la bouteille de champagne. Il fait sauter le bouchon et commence à servir. Il n'y a que 4 coupes. Dommage, on ne pense jamais aux fantômes. Kees van Dongen lève son verre. À l'art et aux femmes. Sa nationalité néerlandaise lui a permis de ne pas participer à la guerre. Il a donc passé à Paris, à faire des portraits de femmes. Le buste de femme nue, l'écuyère et bien sûr la violoniste. Cette violoniste que j'ai eu la chance de voir au musée, avec ses cheveux noirs courts et son visage coloré. Ses longues jambes fines sont mises en valeur par une séduisante robe bleue, devant un piano bleu foncé, tout ce qu'il aime. Il vide sa coupe d'une seule traite et demande à Franz Maserel pourquoi il aime tant la xylographie, qui rend tout noir et blanc, alors qu'il y a tant de couleurs dans cette ville. Franz Maserel est un pacifiste convaincu. Il a été rayé des listes de la population belge et il est toujours interdit de séjour, banni pour avoir fui la guerre. Les horreurs du conflit lui ont fait mal. Graveur sur bois reconnu, il s'est initié à la xylographie dès 1914. Cet art lui a permis de dénoncer la violence et la mécanique des conflits. Aujourd'hui, il exprime son idéal d'égalité. Même s'il continue à peindre, il aime ce procédé qui permet de reproduire ses œuvres en ombre et avec lequel il peut transmettre ses idées. Je remarque que Fernand Léger n'écoute plus. À l'évocation de la guerre, il s'est enfoncé dans des souvenirs enfouis. Je plonge dans son passé avec lui. Fernand est à peine plus jeune, une trentaine d'années. Il est dans une tranchée au milieu de la Grande Guerre. Son brassard de brancardier autour du bras. Nous sommes assis sur un petit banc avec 2 poilus. D'autres sont accoudés à un relief de la tranchée. Armé d'un couteau dans une main et d'une douille d'obus dans l'autre, il les grave. Je me crois presque dans un atelier à voir ces quelques hommes en ligne sculpter ce métal qui les mutile et les assassine. Dans la laideur du conflit, ils inventent le beau avec les objets de leur quotidien. L'un est en train de représenter un moulin qui lui rappelle sa ferme. Un autre, la rose qu'il aurait voulu offrir à sa femme. Juste derrière eux, 2 soldats sont accroupis. Ils ont fondu des douilles avec des tisons prélevés dans le feu du cuistot. Avec leur cuillère de fer, ils coulent maintenant le métal entre l'emphase d'une baïonnette et un petit bâtonnet de la taille d'un doigt. Lorsque le métal sera froid, ils pourront façonner une bague. Quelle ingéniosité! À côté de moi, Fernand a sorti sa mine de plomb. Il dessine une boîte de munitions. Ou plutôt, il apprend aux 2 jeunes soldats près de lui la maîtrise de la géométrie des tubes. J'assiste au milieu de la guerre à un cours de cubisme. L'un des poilus prend le crayon et se risque à calquer le maître. Fernand le laisse faire, un sourire au coin de sa moustache. Une voix résonne dans le rêve. « Fernand! Fernand !» Nous revenons aussitôt à notre table parisienne. « Fernand ? Alors qu'est-ce qui t'intéresse autant dans les travailleurs ?» Fernand serre ses mains presque automatiquement. La question est simple, pourtant il est tendu. Peut-être l'alcool, sûrement le souvenir. Le front lui a fait découvrir le peuple, des mineurs, des terrassiers, des artisans du bois et du fer. La violence de la guerre lui a révélé l'humanité de ses poilus, leur solidarité, leur humour, leur richesse, leur perfection. C'est pour ça qu'il traîne parfois dans les bars du Kremlin-Bicêtre plutôt que dans ceux branchés de Montparnasse. C'est pour ça qu'il les peint, pour les retrouver. Fernand s'est levé. Il parle avec son cœur. Tout le monde l'écoute. Le temps est suspendu. Les peintures de ces mécaniciens, de ces ouvriers, sont autant d'hommages à ses compagnons d'infortune. Elles sont aussi la dénonciation de cette humanité robotisée, de l'homme devenu machine. Dans sa partie de cartes, ces soldats se décomposent en cônes, en tiges, en cylindres, en pyramides. Une décomposition des formes pour retrouver le chaos de la guerre, sa déshumanisation. Puisque c'était ça la Grande Guerre, l'abstraction pure. Plus encore que son cubisme. Ceux qui n'ont pas fait la guerre ne peuvent pas le comprendre. Fernand s'en va, soudainement, brutalement, lassé.
Marie Laurencin s'est levée pour le rejoindre. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Elle me bouscule sans pouvoir me voir. Je me retrouve à terre et le Paris des années folles s'envole. Je suis transportée dans un autre lieu. Fernand est là, sur une petite esplanade, juste devant un monument. Il est pluvieux, il n'a plus de moustache. Nous nous trouvons au milieu d'une petite foule d'hommes et de femmes. Tout le monde est en manteau, le ciel est gris, mais il a déjà plu, nous ne devrions plus être trempés. Nous descendons très tranquillement quelques marches. L'ambiance est détendue. Derrière nous, un grand bâtiment de pierre. Il est en forme d'étoile à 5 branches, avec un grand cercle en son centre. D'immenses colonnes soutiennent la structure ouverte. Je le reconnais. C'est le Mardasson de Bastogne, élevé en l'honneur des soldats américains morts pendant la bataille des Ardennes lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous nous sommes arrêtés devant un grand escalier menant à un immense portail en fer forgé, en contrebas du monument. Un photographe a pris place. Notre petit groupe se place en ligne. Je suis à côté de Fernand Léger. Il aurait préféré qu'il fasse beau en ce jour de septembre. Mais peu importe, ces fresques sont bien protégées. La photo est dans la boîte. Notre petit troupe descend les marches, passe le portail et se retrouve à l'intérieur de la crypte. Sa voûte est faite d'arêtes constituées de moellons de grès. Devant nous, 3 immenses mosaïques sont nichées sur chaque côté derrière 3 autels de marbre bleu. Elles semblent être les parois de cette grotte creusée sous l'imposant monument commémoratif. Chaque fresque est dédiée à un culte, les 3 grands cultes américains, une croix pour le catholique, une Bible pour le protestant et un chandelier à 7 branches pour le juif. Quoi de mieux que de magnifier les soldats morts côte à côte dans un même sanctuaire. Autour de chaque symbole placé au centre des dessins, je reconnais les aplats de couleurs vives de Fernand Léger. C'est lui qui a réalisé les 3 panneaux. Je comprends mieux sa présence. Chaque fresque est dédiée à un culte, les 3 grands cultes américains. Chaque mosaïque est un arc-en-ciel de couleurs qui ne semble pas se préoccuper du dessin, comme si ces couleurs étaient dissociées des portraits de femmes dessinés au trait noir sur les côtés. Fernand les a représentés avec les corps amplifiés et les visages inexpressifs, comme il le fait si bien, tantôt de profil, de face ou de dos, toutes tournées vers le centre de l'œuvre. L'une tord ses bras, l'autre une fleur. Je regarde l'artiste au milieu de la crypte. Il est un peu en retrait de cette foule de mécènes qui observent son art avec curiosité. Son regard est légèrement brillant. Je vois qu'il a voulu rendre hommage aux mères et aux veuves des soldats tombés au combat. Ce sont elles qui sont au centre du projet, elles qui avaient milité pour la création de ce lieu de recueillement. Un petit groupe complimente Fernand, son audace et son génie. Fernand les remercie. Il ne pouvait pas refuser de partager son art dans un lieu ouvert à tous et dédié aux disparus de la guerre. Je quitte Fernand et ses fresques et regagne ma chambre. Des tranchées du nord de la France à son exil forcé américain de 1940, la guerre aura joué un rôle majeur dans son art. Sur mon étagère, je remarque un tout petit livre. Liberté, j'écris ton nom. Un poème de Paul Éluard, illustré par Fernand Léger. Fernand sera toujours là. Cette histoire vous a touché ? Alors il est temps de vous rendre sur le territoire de Land of Memory pour vous imprégner de cette aventure sur les lieux mêmes de son déroulement. L'itinéraire Les artistes et la guerre est à découvrir sur le site web landofmemory.eu pour visiter notamment le cabinet d'art graphique du Saarland à Saarbrück.